Salut et bienvenue dans le 15e épisode du podcast dans la tête de Simone. Alors aujourd'hui ça va être un podcast du coup consacré à Détective Lachance. Donc c'est mon polar steampunk qui se déroule dans un Paris de 1909, mais c'est pas le Paris tout à fait qu'on connaît parce qu'en fait les humains ont de tout temps cohabité avec les gobelins, les trolls, les elfes, enfin toutes les créatures féeriques qu'on connaît, qu'on appelle le petit peuple. Et du coup, il y a certains événements qui ont eu lieu, d'autres qui n'ont pas eu lieu, certains événements qu'on connaît qui ont eu lieu, d'autres qu'on ne connaît pas et qui ont eu lieu quand même. Bref, j'ai inventé tout un univers là-dessus. Et dans le premier tome, les cartes musicales, j'utilise un petit peu cette histoire-là pour justifier les meurtres qui s'y passent. Donc si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas lu, foncez vite. Il est disponible sur toutes les plateformes et sur le site de la maison d'édition 404 éditions. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ce genre de choses vous plaît. Et donc parmi tous les événements qu'on connaît, cette semaine je vais vous parler de deux d'entre eux. Je vais vous parler de la prise de la Bastille et du pont des Invalides, de la construction et des taxes qu'on a pu mettre en place pour aider les Invalides de l'armée. Donc ça va être un podcast un petit peu particulier. Évidemment, je vais faire le lien entre ces deux événements-là, ce qui se passe dans Détective Lachance. Pourquoi est-ce que ces événements sont importants? Et puis, qu'est-ce qu'il en est réellement dans notre histoire à nous? Donc je vais commencer par un événement que tout le monde connaît, c'est la prise de la Bastille de 1789. Alors, dans Détective Lachance, cette prise de la Bastille, elle a eu lieu le 14 juillet 1789. Elle a aussi eu lieu pour renverser le gouvernement en place, mais ce n'est pas la royauté qui a été renversée à cette époque-là, c'est un empire. Et s'il a été renversé, c'est tout simplement parce que dans cet empire-là, les races étaient beaucoup moins mêlées que en 1909 quand on rencontre le détective Lachance. En fait, ce qui se passait sous l'Empire, c'est que les races étaient un petit peu soumises à leur nature. Donc les personnes, les êtres devaient se conformer à ce que leur race attendait d'eux. Par exemple, les nains étaient des personnes qui vivaient dans des cavernes, qui avaient un gros rapport avec l'extraction des joyaux, etc. Et ils n'avaient pas forcément la possibilité de faire autre chose. C'était des miniers. Les elfes étaient plutôt des artistes, et donc un elfe qui aurait voulu être policier, c'était pas possible. Donc c'est cette espèce de prédestination des êtres qu'on a voulu renverser le jour de la prise de la Bastille. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la Révolution française, mine de rien, en 1909. Mais évidemment, donc cette révolution a débouché aussi sur une république, mais pas tout à fait la même, puisque ça a débouché, le conseil et le directoire qui ont suivi notre révolution, sont eux restés jusqu'en 1909. Donc la suite de la révolution n'a pas été la même. Mais par contre, effectivement, c'était un peu la même idée. Donc cet événement-là, je l'ai conservé parce que c'est un événement qui est relativement fondateur, à la fois pour nous, et du coup je me suis dit que dans une réalité alternative, il y a de fortes chances pour que ça le soit aussi. Donc, que s'est-il passé réellement de notre côté en 1789 ? Alors, la Bastille en elle-même est un bâtiment qui a une histoire assez particulière, puisque c'est une forteresse qui a été construite au Moyen-Âge, mais c'est une forteresse qui n'a jamais eu vocation à défendre le peuple parisien, mais plutôt à défendre le pouvoir royal du peuple parisien. Donc c'est une forteresse qui, non pas est tournée vers l'extérieur, mais elle est tournée vers l'intérieur de Paris. Et cette forteresse, cet objectif-là, va rendre la forteresse de moins en moins militaire et de plus en plus carcérale, pénitentiaire, puisqu'évidemment, au fur et à mesure, on s'aperçoit que c'est de la politique et que donc les adversaires et les prisonniers, les adversaires deviennent des prisonniers et donc on ne peut pas faire comme avec les militaires, on ne les tue pas comme ça. Donc évidemment, elle devient prison. C'est une prison du coup où les hôtes ne sont pas des prisonniers de droit commun. Ils ont en général un certain rang, une certaine fortune, et donc on continue de les faire bénéficier de leurs privilèges à l'intérieur même de la prison. Donc c'est pas une prison où on est torturé toutes les minutes, où on vit très mal, etc. Non, c'est une prison qui a quand même un certain standing, on dirait aujourd'hui.
Et donc, effectivement, c'est une prison qui est le symbole, vraiment le symbole de la monarchie et de la puissance monarchique. C'est pour ça que les Parisiens la prennent en premier pendant la Révolution, parce qu'évidemment, elle représente ça, elle représente non seulement le pouvoir, mais en plus la capacité du roi d'imposer sa vision, et du coup de faire taire les opposants politiques. Alors l'anecdote, c'est que en 1784, le roi avait déjà prévu de raser la Bastille pour faire une place en son honneur. Donc c'est assez marrant parce qu'au final, de toute manière, la Bastille elle est tombée, que ça soit du fait du peuple ou de la volonté royale. Alors, remettons-nous dans le contexte de 1789. Donc c'est à partir du 4 mai que les choses commencent avec la convocation des États généraux. Le tiers-État, qui est un des trois ordres de la monarchie, revendique une constitution pour limiter les pouvoirs du roi. Et il veut préciser les droits du peuple et surtout abolir les privilèges du clergé et de la noblesse. Donc on a des cahiers de doléances qu'on peut étudier, et puis l'Assemblée nationale se proclame en mai avec le serment du jeu de paume. Donc évidemment, la révolution gronde de plus en plus, les émeutiers se mettent dans tout pareil parce qu'évidemment le roi ne laisse pas faire. La prison, depuis 1770, était associée à l'arbitraire du royaume, et donc le 14 juillet, une rumeur circule dans la ville selon laquelle le roi s'apprêterait à disperser par la force les députés pour reformer le gouvernement de la France, et il voudrait y introduire plus de justice, c'est-à-dire pas laisser uniquement le tiers-État. Et on les avertit aussi que les troupes sont massées aux abords de Paris et risqueraient de pénétrer à l'intérieur de la ville. Donc dès le matin, des gens en colère, des milliers, s'attroupent et se dirigent vers l'hôpital des Invalides, où on prend les fusils de l'armée et on se dirige vers la Bastille. Puisque, en fait, la Bastille, c'était pas pour libérer les prisonniers qui voulaient aller à la Bastille, c'était pour récupérer la poudre qui était censée y être. Donc évidemment, la petite garnison de la forteresse, qui n'est pas du tout prévue pour ce genre d'émeute, est paniquée, mal commandée. Elle fait feu sur les émeutiers avant d'être massacrée, et la tête du gouverneur est rapidement brandie au bout d'une pique. Donc, le roi, abasourdi par ces violences-là, ne les sanctionnera pas. Et c'est à partir de là, réellement, que la révolution commencera. C'est pour ça qu'on parle de la prise de la Bastille comme élément central, parce que c'est elle qui met en branle tout le mécanisme de la révolution par la suite. Donc évidemment, tous les nobles prennent ensuite le chemin de l'exil dès le 15 juillet, puisqu'on comprend que ce moment-là, que la révolution est inévitable. Un an plus tard, donc le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération réconcilie le roi, les députés et le peuple. Mais cette réconciliation est bien évidemment de courte durée, puisque jusqu'en 1792, il y a plusieurs révolutions qui vont se succéder, entre l'abolition des privilèges et du droit féodal, les révoltes en province, les mécontentements économiques, la révolution populaire. Bref, tout ça va faire que jusqu'en 1792, on va être dans un marasme un petit peu révolutionnaire, parce qu'il faut s'adapter aux nouvelles conditions. Et puis ensuite, les différentes constitutions vont se succéder. Et jusqu'à la chute de Robespierre, qui marquera la fin réellement de la Révolution. Et donc c'est en 1880 qu'on décide que le 14 juillet sera la fête nationale. Mais ce n'est pas pour célébrer la prise de la Bastille, mais pour célébrer la fête de la Fédération de 1790. Donc voilà rapidement, hein, je ne m'attarde pas plus sur les événements de la prise de la Bastille, on connaît tous ensuite l'issue. Mais c'est un événement central qui n'est pas du tout, parce qu'évidemment il n'y a pas de prisonniers à la Bastille, il y en a très peu, on a 7 ou 8 personnes, en plus c'est des gens, ils sont pas du tout importants. Donc c'est vraiment pas, c'est un symbole, mais en fait c'était même pas pour faire tomber le symbole politique qu'on va à la Bastille, c'était pour récupérer des armes afin de lutter contre les forces royales qu'on pensait qui allaient envahir Paris. Mais c'est intéressant parce que c'est un événement qui effectivement a été assez, je pense, repris et
et qui a eu... Alors je pense que c'est Jules Michelet en premier qui a donné un peu cette ampleur romantique à quand même un épisode assez sanglant, et qui a fait toute la notoriété de la prise de la Bastille. Et donc du coup, évidemment, je l'ai repris, je ne concevais pas une France, en tout cas pas celle-ci, mais la France de Gustave Lafresnaye, je ne la concevais pas sans cet épisode-là. Donc j'ai, comme vous avez pu l'entendre, remixé à ma sauce. Donc voilà pour la prise de la Bastille. Ensuite, j'aimerais parler très rapidement donc des Invalides. Alors, les Invalides, c'était un projet de Louis XIV. On appelle ça l'hôtel des Invalides maintenant, mais à la base c'était un hôpital pour recueillir justement tous les invalides de guerre, pour leur procurer un toit, de la nourriture et un lieu pour se faire soigner. Donc ça partait d'un sentiment très noble de la part du roi, de rendre un petit peu au peuple qui le servait et qui perdait éventuellement la vie ou la santé à son service, pour rendre un petit peu la dignité aux soldats qui l'avaient servi. Et donc Louis XIV, évidemment, n'étant pas fou, a financé cet hôpital par différentes taxes, des taxes sur le commerce, des taxes sur les transactions maritimes, des taxes sur sur à peu près tout. Alors moi je connais surtout la taxe sur le commerce et sur les transactions maritimes. Quand vous allez par exemple, vous armiez un bateau pour aller aux Caraïbes, si vous faisiez des bénéfices, vous reversiez 5% aux invalides, alors de la marine, parce qu'évidemment il fallait quand même qu'il y ait un lien. Mais voilà, donc il y avait ce genre de taxes un petit peu partout sur le territoire français, pour financer l'hôpital des Invalides, qui devient ensuite l'hôtel. Et donc, évidemment, dans le Paris 1909, cette idée-là d'hôtel des Invalides, je l'ai gardée parce que ça me paraissait complètement logique que dans un état, alors même si chez la Chance c'était un état qui était un état impérial, pas un état royal, mais ça me paraissait logique effectivement un empire ait aussi fait ce genre de choses et donc ait mis un lieu pour les soldats de l'armée, pour récompenser, en tout cas pour en tout cas guérir les militaires et les vétérans. Tous les États ont ça, et effectivement c'est logique. De la même manière, c'était logique que cette entreprise-là soit financée par une taxe. Et donc j'ai inventé dans Détective La Chance une taxe de 7% en faveur des invalides. Et là, vu que ce sont les nains qui ont protesté contre cette taxe, c'est une taxe minière de 7% que j'avais inventée. Donc là, évidemment, celle que vous trouvez du coup dans Détective La Chance n'est pas une vraie taxe, mais par contre, elle provient de cette histoire-là. Donc encore une fois, vous voyez que j'aime beaucoup mêler la réalité et mon univers pour en faire quelque chose d'assez cohérent et d'assez réaliste. Donc voilà, c'est un épisode très court du coup, il ne fera qu'un petit quart d'heure. La semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine, à chaque fois je vous dis la semaine prochaine, mais non, c'est dans 15 jours, je fais un podcast tous les 15 jours, je ne peux pas faire plus. Donc là, dans 15 jours, j'allais le redire, hein, dans 15 jours, je vous parlerai de la construction de la Tour Eiffel. Parce que pareil, dans Détective La Chance, elle donne lieu à un meurtre. Et des manifestations pour la loi sur la liberté d'association de 1901, que Détective La Chance trouve absolument abominable. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous. On est de nouveau confinés, donc j'espère que ça va pour vous. Et je vous dis à très vite. Bisous bisous.